Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur le test d'indépendance du Qui2, c'est-à-dire l'analyse du lien entre deux caractères. Nous avons vu dans les vidéos précédentes l'analyse du lien entre deux variables quantitatives, donc là il s'agit de caractères, c'est-à-dire des variables qualitatives. C'est un test qui est très populaire, qu'on utilise très souvent, que ce soit en médecine, en biologie, en sciences humaines, en marketing. Vous le trouverez dans les ouvrages ou sur Internet sous le nom de Qui2 avec un C ou un K, Qui carré, Qui square en anglais. Quoi qu'il en soit, il s'agit de la lettre grecque Qui au carré puisque c'est un indicateur d'ordre 2. L'objectif du test du Qui2 est de démontrer l'existence d'un lien de dépendance statistiquement significatif entre deux caractères. Par exemple, le type d'abonnement choisi dépend-il du sexe de la personne. Donc dans ce cas-là, le caractère sexe présente deux modalités, homme ou femme, et le caractère carte de fidélité, on n'a qu'à prendre un exemple où il y aurait trois modalités possibles pour une entreprise donnée, avec un abonnement standard, premium ou gold par exemple. Autre exemple, en stratégie industrielle ou gestion de production, le procédé B produit-il significativement moins de rebuts que le procédé A? Enfin, un troisième exemple, notre profession a-t-elle une influence sur le fait que nous soyons allergiques ou non au gluten? Dans cette vidéo, je vous propose de commencer par bien comprendre le principe du test d'indépendance du Qui2, puis de voir avec un premier exemple une méthode détaillée qui va permettre aux étudiants de L1 de bien comprendre tout le principe et le détail du calcul du Qui2. Dans un deuxième exemple que je dresse aux étudiants de L3, on va voir une application en stratégie industrielle dans la partie gestion de production de la qualité, avec une méthode simplifiée pour le calcul, avec une petite vue sur ce que l'on peut faire sur Excel. Enfin, troisième exemple, il servira d'application au logiciel SPSS je vois avec mes étudiants de M2. La démarche de validation du test est la même que celle du test de student vu dans la vidéo 17. On commence par formuler deux hypothèses, l'hypothèse nulle H0 et son alternative H1. H0, c'est le statu quo, c'est-à-dire que les deux caractères sont indépendants. H1, au contraire, il existe une relation de dépendance entre les deux caractères. Dans le premier exemple, H0 serait le sexe et le type d'abonnement ne sont pas liés. H1, il existe un lien de dépendance entre sexe et abonnement. Si H0 est rejeté, alors H1 est validé. Il existe un lien de dépendance entre sexe et abonnement. Ici, on peut même préciser que le genre de la personne a une influence sur le type d'abonnement choisi. On peut préciser le sens de la relation. Par contre, si H0 n'est pas rejeté, alors H1 n'est pas validé, mais on n'a rien démontré concernant H0. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a réalisé un test et qu'on n'a pas pu montrer qu'il existait un lien que ce lien n'existe pas. Vous l'avez reconnu, on l'a déjà vu dans les vidéos sur l'asymétrie, sur l'aplatissement ou le coefficient de corrélation, c'est Karl Pearson qui est à l'origine du test de Qui2, d'où le nom de Qui2 de Pearson. Merci Karl, sans toi je n'aurais jamais pu faire toutes ces vidéos. Comme le test de student, on utilise le Qui2 lorsqu'on fait de l'inférence statistique, c'est-à-dire lorsqu'on induit des caractéristiques sur une population à partir de caractéristiques sur un échantillon en fournissant une mesure de la certitude de la prédiction, c'est-à-dire une probabilité d'erreur. Que ce soit en marketing, en sciences politiques, en médecine, en biologie, il y a de nombreuses disciplines comme ça où on étudie un échantillon parce qu'on ne peut pas étudier l'ensemble de la population et ensuite on déduit des conclusions sur l'ensemble de la population à partir de cet échantillon. Et donc, on accepte, ce faisant, de commettre une erreur potentiellement, et donc on estime la probabilité de cette erreur. Le test du Qui2, comme tous les tests d'indépendance statistique, permet de statuer sur la dépendance et permet de dire s'il existe effectivement un lien significatif entre deux variables ou deux caractères. C'est ce que nous avons vu dans la vidéo 15. Mais il ne permet en aucun cas de déterminer dans quel sens est la relation de causalité. Est-ce qu'il y a une variable qui est à expliquer, une variable qui est explicative? Ça, c'est à nous, c'est à la personne qui mène la recherche, qui mène l'expérimentation, qui étudie le phénomène, c'est à elle de statuer dans quel sens est la relation. On a vu qu'il existait 5 types, il peut en exister d'autres, mais 5 types potentiellement de relations entre deux variables ou deux caractères. Le cas 1 est le cas le plus simple, c'est celui qu'on attend, c'est lorsqu'il y a une variable à expliquer, c'est la variable y et la variable explicative, la variable x par exemple, l'ancienneté a une influence directe sur la rémunération. Le cas numéro 2, c'est lorsque l'on passe par une variable médiatrice. Par exemple, l'âge influence l'ancienneté qui elle-même influence la rémunération. Parfois, la relation va être dans les deux sens, c'est-à-dire que x influence y et y influence x. Par exemple, la motivation et la rémunération. Plus je suis motivé, meilleure est ma rémunération. Plus ma rémunération est élevée, plus je suis motivé.
Ensuite, un cas qui est plus complexe, c'est ce qu'on appelle l'effet cigogne, et il faut s'en méfier parce qu'il est parfois invisible. On a l'impression qu'il existe un lien direct entre x et y, et pourtant c'est tout simplement l'effet d'une autre variable z qui les influence les deux simultanément, qui va créer du lien entre x et y. On a pris l'exemple ici de l'alimentation bio et le cancer. Avoir une alimentation bio semblait avoir une influence positive sur le fait d'avoir moins de cancer, justement. Eh bien, il y a d'autres explications possibles, comme l'influence du style de vie. On peut penser que les gens qui ont une vie plus saine, ce sont des gens qui mangent davantage de bio, et ce sont également des gens qui sont en meilleure santé. Enfin, le cas numéro 5, parfois on a un lien tout simplement de dépendance entre X et Y, apparemment d'un point de vue statistique. Or, c'est tout à fait une coïncidence. Par exemple, le taux de criminalité à Mexico et le cours de la banane en Australie, par exemple, qui, à un moment donné, ont subi pour des raisons différentes des évolutions semblables. Si l'on s'interroge sur l'existence d'un lien statistiquement significatif entre deux variables, il faut commencer par se poser la question, s'agit-il de variables quantitatives ou de variables qualitatives, c'est-à-dire de caractères? Si les deux variables sont qualitatives, si ce sont deux caractères, on fait un test du qui-deux. Si les deux variables sont quantitatives, on fait un test de student. Enfin, si une des deux variables est qualitative et l'autre variable est quantitative, dans ce cas-là, on utilise soit un test paramétrique, le test de moyenne, soit un test non paramétrique, par exemple le test de Wilcoxon-Mann-Whitney. Je vous proposerai une vidéo sur ces deux derniers tests qui s'adressera aux étudiants de L1 et ainsi qu'aux étudiants de L3 pour les stratégies industrielles. Allez, on se lance et on commence par la méthode détaillée avec le premier exemple, le type d'abonnement choisi dépend-il du sexe de la personne. 6 étapes sont nécessaires. Les 3 premières étapes consistent à réaliser des tableaux croisés avec des valeurs observées, puis calculées, puis un dernier tableau qui nous permettra de calculer le qui-deux. Quatrième étape, on va ensuite déterminer le nombre de degrés de liberté. On en aura besoin ensuite pour comparer le qui-deux calculé et le qui-deux critique, avant de conclure. Première étape, on réalise un tableau croisé avec les valeurs observées, qu'on appelle également les valeurs empiriques, c'est-à-dire les valeurs sur le terrain. Comme dans la vidéo 13, on l'avait vu avec des variables quantitatives, x et y, on retrouve ici exactement la même présentation de tableau, sauf que x et y sont maintenant des caractères qui possèdent différentes modalités. Et dans ce tableau, donc, on repère les différents effectifs associés à chacune de ces modalités. Et on a toujours donc n, i, j, les effectifs observés, avec i le numéro de ligne, j le numéro de colonne et point qui indique la somme. Voici le tableau croisé appliqué à notre exemple. Il porte sur un échantillon de 300 abonnés de cette entreprise, respectivement 158 femmes et 142 hommes, qui ont souscrit à des abonnements respectivement classiques, gold et premium, et avec une répartition qui peut être différente entre les hommes et les femmes. On a toujours NIJ, les effectifs observés, par exemple N1, 3, ce serait l'effectif de la première ligne, troisième colonne, ce serait 69. Donc on observe tout de suite, on voit, cela saute aux yeux sur ce tableau, que les femmes ont de meilleurs abonnements que les hommes. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est statistiquement significatif ou est-ce que au contraire c'est simplement lié au hasard de l'échantillon? Si on avait pris un échantillon différent de 300 autres individus, est-ce qu'on aurait observé la même chose? C'est le test du Ki2 qui va nous permettre de répondre. Deuxième étape, on réalise un tableau croisé avec les valeurs calculées, les CIJ, qu'on appelle également les effectifs théoriques, en considérant que l'hypothèse H0 est vraie, c'est-à-dire les deux caractères sont indépendants, le type d'abonnement et le sexe. En d'autres termes, comment seraient répartis les différents effectifs s'il y avait totalement une indépendance entre le sexe de la personne et le type d'abonnement? Je vais vous montrer maintenant, étape par étape, comment on réalise ce tableau. On s'intéresse à la dernière ligne, c'est-à-dire les effectifs en fonction du type d'abonnement. On aurait également pu le faire en colonne, ça ne change rien à la démarche. Il y a 78 personnes sur ces 300 qui ont un abonnement de type classique. Si on fait 78 divisé par 300, cela représente donc 26% de l'ensemble. Il y en a 34% qui ont un abonnement Gold et 40% qui ont un abonnement Premium. Il y a 158 femmes dans cet échantillon. Si 26% des individus ont un abonnement classique, eh bien si le type d'abonnement et le sexe étaient parfaitement indépendants, cela signifierait qu'il y aurait 26% de ces 158 femmes qui auraient un abonnement classique, soit 41,08 individus. Ensuite, 34% des individus ont un abonnement Gold. Donc si les deux variables étaient indépendantes, cela signifierait qu'il y aurait également 34% des 158 femmes qui auraient un abonnement Gold, soit 53,72 individus.
Et de la même manière pour l'abonnement premium, ils sont 40% de ces individus à avoir ce type d'abonnement. Si on appliquait 40% à 158 femmes, cela ferait 63,2 femmes. On applique de la même manière les mêmes proportions aux 142 hommes pour avoir les effectifs calculés ou les effectifs théoriques des hommes. Petite astuce pour gagner du temps, vous n'êtes pas obligé de calculer tous les effectifs CIJ, vous pouvez choisir d'en calculer quelques-uns et de trouver les autres par déduction par une simple soustraction. Vous l'avez compris, plus les différences vont être importantes entre les deux tableaux, entre les effectifs théoriques et les effectifs observés, et moins l'hypothèse d'indépendance des deux caractères H0 sera plausible. Il va falloir maintenant trouver une méthode de calcul. Et là, on est ennuyé parce que si on fait la somme des différences entre les effectifs théoriques et les effectifs observés, eh bien les écarts positifs et les écarts négatifs vont s'annuler. On avait eu le cas également dans la vidéo sur la variance et la vidéo sur la covariance. Et donc, il faut trouver une solution, un indicateur qui permette de calculer la somme de ces écarts. Et on va voir donc qu'on va passer par des carrés. Le qui2 mesure ainsi la somme de ces écarts au carré rapportés aux effectifs calculés qui correspondent. Allez-y, faites pause, lancez le calcul. Vous pouvez le faire soit avec un tableau, soit en appliquant directement la formule. 3,0287. Bravo si vous avez trouvé ce résultat, soit directement, soit avec un petit tableau comme je l'ai fait, avec les écarts au carré rapportés aux effectifs qui correspondent. On obtient évidemment le même résultat. Voilà, j'ai pris un exemple et j'ai détaillé le calcul pour la première ligne, deuxième colonne, avec la différence donc entre les effectifs théoriques et les effectifs calculés. On a fait l'écart au carré, on a rapporté à l'effectif calculé, on a trouvé ainsi 0,001459 419. Pour interpréter le qui de calculer, vous allez voir, la démarche ressemble à celle que nous avons vue dans la vidéo 17 au sujet du T de student. Il fallait tout d'abord déterminer le nombre de degrés de liberté. Ici, le nombre de degrés de liberté se calcule de manière différente. On va faire nombre de lignes moins 1 fois nombre de colonnes moins 1. Là, on a par exemple 2 lignes et 3 colonnes, donc on fait 2 moins 1 fois 3 moins 1 et on obtient 2. Cela revient au même, mais si vous voulez, on peut retenir que c'est le nombre de modalités du caractère i-1 fois le nombre de modalités du caractère j-1. Cinquième étape, on va comparer le qui2 calculé et le qui2 critique. Pas de panique, on va regarder cette table d'un peu plus près. Toutes les valeurs qui sont au centre de la table du qui2 correspondent aux valeurs du qui2 critique. Elles sont données en fonction du nombre de degrés de liberté et de la probabilité d'erreur associée au rejet de H0 que l'on accepte. Généralement, dans la plus grande partie des cas, en sciences de gestion, on retiendra la valeur 5%. Dans notre exemple 1, le nombre de degrés de liberté est 2 et la probabilité d'erreur n'étant pas précisée, on prend par défaut 5% associé au rejet de H0 qui permet de valider H1. On lit donc la valeur 5,99. Comme la valeur du qui2 critique, 5,99, est supérieure à la valeur du qui2 que nous avons calculé, cela signifie qu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse H0. Si l'on observe bien la ligne correspondant à 2 degrés de liberté dans ce tableau, on se rend compte que la valeur de notre qui2 calculé de 3 est comprise entre deux qui2 critiques de 2,77 et 4,61 qui correspondent respectivement à une probabilité d'erreur de 25% et de 10%. Cela signifie que si l'on rejetait H0 pour valider H1, et si l'on affirmait donc oui, il existe un lien de dépendance entre le sexe de la personne et le choix du programme de fidélité, eh bien on aurait entre 10 et 25% de chances, de risque de se tromper. Cette probabilité de 25%, qui est le nombre de gauche dans l'encadrement que nous avons réalisé, s'appelle la p-value, c'est-à-dire la probabilité d'erreur associée au rejet de H0. Notre démonstration n'est donc pas concluante, on ne peut pas rejeter l'hypothèse H0 selon laquelle sexe et type d'abonnement ne sont pas liés, on ne peut pas donc valider H1, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre sexe et abonnement, mais en tout cas, avec nos données, on n'a pas pu le démontrer. Exemple numéro 2, je vous propose maintenant une méthode simplifiée pour gagner du temps. Un exemple de gestion de production dans les stratégies industrielles. Le procédé B produit-il moins de rebuts que le procédé A?
On va voir ici 5 étapes. Réalisation d'un tableau croisé avec les valeurs observées. Évidemment, on a besoin de données initiales pour se lancer. Je vais vous faire gagner du temps en calculant directement le qui 2 sans passer par les valeurs théoriques. La fin est exactement la même que précédemment. Ensuite, on s'intéresse au degré de liberté pour comparer les deux qui 2 calculés et critiques avant de conclure. Voici les données de l'exercice. On a donc fait des prélèvements sur 276 produits, 126 qui ont été fabriqués par le procédé A, 150 qui ont été fabriqués par le procédé B, et vous voyez donc qu'il y a en tout 38 produits qui constituent des rebuts, qui ont des défauts, qui doivent être par exemple retravaillés ou jetés, et 238 produits sur ces 276 qui sont des produits de qualité. Évidemment, ça saute aux yeux, on voit que le procédé B génère moins de rebuts. Mais, même question, est-ce significatif ou est-ce que c'est simplement lié au hasard de l'échantillon? Une petite remarque au passage pour vous dire que les tests de Ki2 sur des tableaux de 2 lignes, 2 colonnes sont vraiment des classiques. On les utilise énormément quand on fait des expérimentations. Par exemple, en médecine, si on veut tester l'effet d'un médicament, eh bien, on va tester le médicament sur un groupe test et on va comparer ça à un groupe témoin qui aura eu l'administration d'un placebo. Et on va ensuite compter quel niveau d'efficacité on a selon le placebo ou le médicament. De la même manière, on peut aussi comparer deux traitements en médecine. En sciences humaines, on a beaucoup d'expérimentations où on voit par exemple l'effet d'un nudge ou de n'importe quelle autre technique et on regarde quel est l'impact par exemple que cela va avoir. On peut tester un nudge sur un chantier pour voir si cela bénéficie en termes de sécurité par exemple. Enfin, en marketing, publicité par exemple, on voit des tests de différentes publicités pour savoir si par exemple les individus mémorisent ou ne mémorisent pas la publicité. Un grand classique donc. Et voici comme promis la super formule qui vous évite de faire les deux tableaux que nous avons vus précédemment pour calculer le qui 2. Allez-y, essayez, c'est simple, i correspond toujours au numéro de ligne, j au numéro de colonne et point à la somme. 5,44 environ. Bravo à vous si vous avez trouvé ce résultat. Si vous ne l'avez pas trouvé, je vous ai détaillé le calcul. Vous voyez l'application de la formule n point point, donc l'effectif total en ligne et en colonne, donc 276 individus. Et ensuite, on multiplie, on ouvre les crochets, on multiplie par alors un double sigma en i et en j. Cela signifie qu'on va devoir prendre chaque ligne et chaque colonne, c'est-à-dire chaque case du tableau. Et pour chaque case du tableau, on va la mettre au carré, on va diviser par la somme en ligne et la somme en colonne. Donc par exemple, pour la première case, 24 divisé par 126 fois 38. On n'oublie pas de mettre le moins 1 avant de fermer le crochet, c'est très important. Il ne faut surtout pas sortir le moins 1 du crochet, car il est multiplié par 276. Donc si on le sort du crochet, là on commettrait une erreur à 276 près. Évidemment, sur un résultat de 5,44, ça ferait beaucoup. Il nous reste ensuite à interpréter ce résultat. Pour avoir corrigé beaucoup d'exercices lors des examens sur le test du Ki2, attention aux arrondis quand vous faites le calcul, puisque vous voyez que ces arrondis vont être multipliés là aussi par 276 et donc les petites erreurs vont devenir de grosses erreurs. Pour éviter ça, bien sûr, vous pouvez faire votre calcul sur un tableur. Je vous ai mis ici l'exemple avec l'application des différents noms de formules, ce qui permet par ailleurs bien de remplacer les différentes valeurs dans le tableau si on a d'autres valeurs et ne pas avoir à retaper cette formule systématiquement. Avant d'interpréter le résultat, il faut déterminer le nombre de degrés de liberté. Ici, c'est très simple, deux lignes, deux colonnes, donc 1 degré de liberté. Ou encore deux modalités pour le caractère i, deux modalités pour le caractère j, cela fait toujours évidemment 1 degré de liberté. Allez, je suis sûr que vous commencez à y prendre goût, on se lance pour l'interprétation avec notre table du Ki2. On commence par se placer sur la ligne qui correspond au nombre de degrés de liberté. Dans l'exemple 2, c'est 1 degré de liberté. Et ensuite, en colonne, on cherche la probabilité d'erreur de 5% associée au rejet de H0, permettant de valider H1. Et donc, on lit la valeur 3,84. Notre Ki2 calculé est plus grand que le Ki2 critique associé à une erreur de 5%. Cela signifie donc qu'on peut rejeter H0 et cette fois valider H1. On peut même être plus précis, la valeur de notre Ki2 calculé est comprise entre 5,02 et 6,63, soit une probabilité d'erreur associée au rejet de H0 comprise entre 1 et 2,5%. La pi-value vaut donc 2,5%.
Nous pouvons répondre à la question et conclure. Dans cet exemple 2, le procédé B produit-il moins de rebuts que le procédé A? La réponse est oui. Nous avons rejeté l'hypothèse H0. Il n'y a pas de différence significative dans la production de rebuts entre le procédé A et le procédé B. Nous avons validé l'hypothèse H1. Un des deux procédés génère significativement moins de rebuts. Nous avons regardé dans le tableau, ça sautait aux yeux que c'était le procédé B. Ainsi, donc, le procédé B génère moins de rebuts que le procédé A. La différence est statistiquement significative. Et lorsque j'affirme cela, j'ai moins de 2,5% de chances de me tromper. Enfin, dernière application, davantage destinée aux étudiants de master, puisqu'il s'agit d'une application avec le logiciel SPSS. Ce sera beaucoup plus rapide. Dans cet exemple 3, nous allons voir si notre profession a une influence sur le fait que nous soyons allergiques ou non au gluten. 3 étapes simplifiées. Lorsque j'affiche les données sous SPSS, on a les différentes colonnes qui correspondent aux différents caractères ou aux différentes variables, et chaque ligne correspond à un individu. Je vais donc essayer de croiser ici la profession avec le fait d'être allergique ou non au gluten. Si j'affiche les variables, j'ai le détail sur chacune d'entre elles, et je dois m'assurer que les deux variables que je souhaite croiser sont bien des variables qualitatives, donc nominales ou ordinales. Je vous rappelle qu'un caractère, une variable qualitative, est dite nominale si chacune de ces modalités correspond à un nom, une catégorie. Ici, par exemple, 1 pour farmer, 2 pour craftsman, 3 pour managers, et ainsi de suite. La variable qualitative est dite ordinale lorsque, c'est le cas par exemple pour le niveau d'étude, il y a un ordonnancement, une hiérarchie entre les différentes réponses qui sont toujours qualitatives, qui sont toujours des noms. Ici, les deux caractères sont deux variables nominales, on peut donc poursuivre l'analyse. Dans le menu Analyse, rubrique Statistiques descriptives, je clique tout simplement sur Tableau croisé. Je sélectionne mes deux caractères pour les placer en ligne et en colonne, et je clique sur le menu Statistiques. Je coche évidemment la case du calcul du qui2, je peux éventuellement aussi compléter par un calcul du phi et du v de Kramer, ou pour le coefficient eta si je veux aller plus loin dans mes interprétations. Le logiciel SPSS ouvre une autre fenêtre avec les résultats. Je peux sélectionner ces deux tableaux, les copier et les coller dans n'importe quel type de document. SPSS a fait le boulot pour nous. Il nous propose donc deux tableaux. Le premier tableau, c'est le tableau croisé avec les données observées, comme précédemment. Ici, on a davantage de modalités pour le premier caractère, la catégorie professionnelle. On voit 9 modalités. Pour le second caractère, allergique au gluten, on voit 2 modalités. On voit également que l'ensemble porte sur 559 individus. C'est une étude que j'avais réalisée avec des étudiants de master. Alors, une petite remarque, dans ce tableau croisé, on voit qu'il y a des nombres qui sont inférieurs à 5. On voit 0, 2, 3, 4. On ne doit pas calculer un qui 2 lorsque certaines cases du tableau croisé ont des effectifs inférieurs à 5. Continuons néanmoins sur cet exemple. Le deuxième tableau fournit le qui 2. On voit que le qui 2 calculé est égal à 11,76 pour 8 degrés de liberté. Et on a ensuite la signification asymptotique. Vous allez voir que ça correspond tout simplement à la probabilité d'erreur 0,16. Essayons d'interpréter ce qui de calculé de 11,76 par nous-mêmes à l'aide d'une table. Dans l'exemple 3, le nombre de degrés de liberté est égal à 8. On se place donc sur la ligne qui correspond à 8 degrés de liberté. On s'intéresse ensuite en colonne à la probabilité d'erreur et on retient un seuil de 5% associé au rejet de H0 comme d'habitude. La valeur du qui de critique est donc de 15,51. Cette valeur du qui de critique de 15,51 est supérieure à ce que l'on avait trouvé pour le qui de calculé de 11,7. Cela signifie que l'on ne peut pas rejeter H0. Si l'on concentre notre attention sur la ligne correspondant à 8 degrés de liberté, on voit que la valeur du qui de calculé est comprise entre 10,22 et 13,36, c'est-à-dire une probabilité d'erreur associée au rejet de H0 comprise entre 10 et 25%. Eh bien, SPSS est tout simplement plus précis que nous, et il précise donc que c'est 16,2% et non pas simplement entre 10 et 25%. Cela nous permet d'être plus précis dans la p-value. Si l'on avait déterminé cette valeur à l'aide d'une table, on aurait dit 25%, alors qu'on conclut avec le logiciel à une p-value de 16,2%.
Vous l'avez compris, donc avec le résultat d'SPSS, il n'est pas nécessaire de sortir une table de Ki2 puisqu'on a directement la probabilité d'erreur associée au rejet de H0 calculée de manière précise. Donc pour répondre à la question maintenant de l'exemple 3, notre profession a-t-elle une influence sur le fait que nous soyons allergiques ou non au gluten? Eh bien nous ne pouvons pas rejeter H0 car nous commettrions le cas échéant plus de 16% d'erreur. Donc on ne peut pas rejeter H0, on ne peut pas valider H1. Peut-être que H1 est vrai, mais en tout cas, faute d'études supplémentaires, on ne peut absolument rien démontrer avec ces données-là. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, vous savez désormais tout sur le Ki2.